Olivier Chambon, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous êtes psychiatre, psychothérapeute, pionnier dans de nombreux domaines. Vous avez notamment créé le premier DU de psychothérapie intégrative avec Michel Maricardine. Vous êtes reconnu comme un expert avant-gardiste dans la médecine psychédélique. Vous avez notamment publié un premier livre à ce sujet, La médecine psychédélique, en 2009. Et vous venez de publier un deuxième livre à ce sujet, La révolution psychédélique, qui est un peu une réactualisation qui rend compte de l'explosion des recherches qui a eu lieu ces 10 dernières années et des implications sociétales que cela engendre. Je voulais savoir si vous vouliez compléter, rajouter quelque chose sur votre présentation. Oui, je pourrais rajouter que, disons, que de par ma formation psychiatrique puis ensuite psychothérapeutique assez longue, avec de nombreux apprentissages, j'ai fini par me spécialiser un peu dans les états élargis de la conscience, les états modifiés de conscience, obtenus soit par des méthodes thérapeutiques ordinaires, soit par d'autres un peu moins ordinaires, mais voilà. Merci. Bonjour Olivier. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous donner votre définition de la conscience? Ah oui, alors là, vous commencez fort, hein, vous commencez par l'Everest tout de suite. Exactement. Après le reste, ça fera montagne à vache. Bah, la conscience, on va dire, la conscience, c'est tout. Il n'existe que la conscience en réalité. Elle est à l'origine de toutes les formes, de toutes les vies. Elle crée ce qui nous relie, ce qui nous nourrit, ce qui nous maintient en vie. C'est une forme, on pourrait dire, c'est comme une sorte de substance au sens de Spinoza. Spinoza, c'était ce qu'il y avait en dessous du monde, enfin ce qui soutenait le monde. Et le monde n'était qu'une variété d'attributs de la substance. Donc c'était une approche moniste, non dualiste. Mais là, on peut dire la même chose, pour la conscience, c'est une substance non matérielle, illimitée, qui porte en elle un flux de vie. Alors vie, c'est un acronyme VIE, c'est-à-dire vibration, information et énergie. Et cette conscience peut se différencier en différents sous-champs de la conscience, parce qu'il y a une sorte de matrice unicitaire originelle, qui est le grand champ de la conscience qui a donné naissance à tout. Et elle peut se diviser en sous-champs différenciés, qui peut donner, à force de se différencier, des petits champs de conscience, comme ce qu'on appelle les âmes ou les esprits avec un S, qui sont en fait des champs différenciés de la grande conscience, quoi. Et on va dire qu'elle est capable de tout créer, y compris la matière. On dit c'est de la conscience refroidie ou ralentie, la matière. Enfin bon, c'est une image. Mais en tout cas, dans la matière, elle loge une partie d'elle dans la matière. C'est des petites consciences individuelles, on va dire. Elle donne conscience dans la matière et du coup, la matière, avec la conscience qui est intérieure, peut prendre conscience. Parce que la conscience toute seule, à la limite, elle n'est même pas conscience d'elle-même. C'est une sorte de paradoxe. Il lui faut un reflet d'elle-même. C'est-à-dire, si on est tout seul au monde et qu'il n'y a rien autour de nous que nous-mêmes, c'est une conscience infinie, bon, on ne peut pas regarder, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de contraste, on ne peut rien différencier. S'il n'y avait que de l'eau, s'il n'y a jamais d'eau chaude, jamais d'eau froide, que de l'eau tiède, on ne pourrait pas dire c'est chaud, c'est froid, on dirait oui, c'est l'eau, quoi. Donc, elle est responsable de la création de la dualité aussi, qu'elle crée comme un jeu pour elle-même s'éprouver et elle-même mieux se connaître et se reconnaître à travers les éclats d'elle-même, les petits bouts de miroir d'elle-même qu'elle a mis dans la matière. Voilà. Donc, c'est notre conscience individuelle qui permet de contempler la grande conscience et de nous permet de prendre conscience de. C'est l'awareness. C'est pas, j'ai conscience de la conscience, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais elle s'exprime par différentes facettes, dont les principales sont amour, connaissance et lumière. C'est dans les états élargis de conscience, dans les états mystiques, dans les états spirituels, c'est ces caractéristiques-là, la paix, la lumière, l'amour et la connaissance qu'elle répand. Parce que en fait, c'est ses propriétés, mais au départ, sont des champs d'énergie, de vibration et d'information. Nous, on le vit humain, dans notre conscience figée, limitée, en captivité, captivée et capturée, comme hypnotisée par la forme dans laquelle elle s'est mise et qui s'identifie à la forme et qui, grâce d'ailleurs à ses limites, permet de voir la différence entre elle et le reste du monde et qui permet donc de communiquer avec la grande conscience avec un C majuscule, la petite conscience avec un C minuscule. Donc nous, on est des petites consciences qui avons un peu oublié notre origine, nos racines d'attachement avec la grande conscience. Mais quand on se défait des identifications, des filtres, de tout ce qui nous sépare de la grande conscience, quand on reconnecte la grande conscience, là, on reconnecte avec ses qualités aussi. Et on se reconnaît comme un enfant de cette conscience, vous voyez. Voilà. Et justement, dans cette matière,
quelle définition vous donnez de cet état modifié ou élargi de conscience? Bah, alors, déjà, j'aurais presque envie de répondre par une question intermédiaire. C'est qu'est-ce que c'est qu'un état modifié de conscience? Et j'aurais tendance à répondre qu'un état modifié de conscience, c'est celui dans lequel on est habituellement. Parce que on est loin d'être dans la fusion avec la grande conscience, ce qui est la vraie conscience pure et le vrai état de conscience non modifié, non altéré. Dans la vie quotidienne, on est toujours dans un état rétréci et assez obscurci de la conscience. Et les différentes méthodes qui permettent de réouvrir, réilluminer cette conscience, la reconnecter, cette petite conscience, à d'autres champs de conscience, comme celui de l'âme, le soi avec un grand S de Jung, comme celui des champs de conscience externes, ça peut être les esprits, les âmes des défunts, ou d'autres mondes ou d'autres esprits, ou la grande conscience, et là on est tout de suite dans le côté spirituel ou le côté mystique, mais ce sont des dézoomages, hein. On part d'un petit état rétréci de conscience, puis elle a la conscience non locale, puis il y a ce qu'on appelle les thérapies transpersonnelles, donc conscience transpersonnelle, puis après l'état mystique et tout. Et ces états élargis de conscience, à partir de l'état rétréci de conscience, on les observe avec toutes les méthodes. C'est-à-dire, moi, je parle des psychédéliques, mais en fait, je pourrais parler de toutes les méthodes qui permettent d'élargir la conscience et qui aboutissent au même tronc final commun de perte du petit moi et de fusion avec le grand tout, ou avec la grande conscience. Donc, en fait, le problème des psychédéliques n'est pas vraiment le problème des psychédéliques par rapport à la société. Est-ce qu'elle les accepte ou pas? Est-ce qu'elle les critique? Est-ce qu'elle les stigmatise? C'est pas vraiment ça. En fait, c'est qu'est-ce que la société occidentale moderne fait des états élargis de la conscience. C'est eux aussi qui lui font peur, c'est eux aussi qu'elle pourchasse sous forme en disant que c'est de la folie, de la démence, c'est du pseudo-mysticisme, c'est des hallucinations, du délire, etc. C'est dangereux, ça rend fou, ça fait des gens qui font n'importe quoi avec. Ouais, bon, alors que dans d'autres cultures, ça crée les états élargis de conscience. C'est ce qu'on recherche en permanence. Et c'est ceux qui maîtrisent ces états élargis de conscience sont les chefs, les rois, enfin, entre guillemets, les chamans ou les sages, voilà, ou ceux qui transmettent ensuite le savoir immémorial de la sagesse des peuples. Enfin, bref. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que nos cultures, quel sort réserve notre culture à ces possibilités d'élargir l'état de conscience? Et vous voyez, quand on dit état altéré de conscience, état modifié de conscience, ça montre déjà le côté péjoratif, le côté qu'a pris pour notre culture ces états. Parce qu'ils ne sont pas altérés du tout. Au contraire, ils sont désaltérés, ils sont désaltérants, mais ils sont, comment dirais-je, ils retrouvent leur potentiel d'information, d'énergie, de vie pour l'être qui reçoit la conscience. Et vous, dans votre expérience, Oui. parmi les états élargis de conscience, est-ce que vous avez vu une différence lorsque c'était suite à une prise de psychédélique ou avec les autres méthodes, yoga, voyage chamanique, etc. Oui, alors comme je disais, en fait, il y a vraiment un tronc final commun, comme si on pourrait dire il y avait une seule maison, mais il y a différentes portes pour y accéder. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, on voit la même chose. Même si on est parti par une autre façade qui donne une autre vision, n'empêche que quand on a franchi la porte, on retombe dans la même maison que ceux qui l'ont trouvé par d'autres portes. Et pour vous dire, ce tronc final commun de l'état mystique ou spirituel, la philosophie pérenne, comme disait Aldous Huxley, il y a un excellent livre du philosophe écrivain Aldous Huxley qui s'appelle La philosophie pérenne, hein, donc qui indique bien au croisement de toutes les spiritualités quel est cet état final commun qu'on recherche lors des états élargis de conscience. Donc bref, si on donne d'ailleurs des études qui ont donné à des sujets des comptes rendus, soit d'expériences mystiques spontanées suite à une pratique spirituelle, soit d'expériences mystiques après avoir pris des psychédéliques. Mais les sujets qui lisaient les comptes rendus ne savaient pas si c'était lié à psychédélique ou pas. Eh bien, ils n'ont pas pu faire de différence dans l'expérience. Ils n'ont pas pu dire qui avait eu cette expérience à cause de psychédéliques, grâce à des psychédéliques, et qui l'avait eu spontanément. Donc en fait, il y a vraiment une grande ressemblance. Simplement, il est vrai que globalement, on obtient plus rapidement, plus facilement et de manière plus fréquente une expérience spirituelle en prenant un psychédélique qu'en faisant une pratique spirituelle.
Après, c'est à modérer. Attention, hein, je rappelle qu'en France, c'est interdit et je ne suis pas en train de dire aux gens prenez des psychédéliques parce que c'est bon pour la santé physique, psychique et spirituelle. C'est vrai que c'est bon, mais c'est pas vrai qu'il faut en prendre en France. C'est interdit. Voilà. Donc, je tenais à le dire. Et quand je dis que c'est plus facile, plus rapide et plus fréquent, oui, mais de toute façon, il faut une préparation avant. Il faut un accompagnement. Il faut un suivi. Donc, quelque part, ça prend du temps quand même, parce qu'on ne fait pas avec... c'est un peu comme conduire une voiture, même si c'est simple une fois qu'on a appris, n'empêche qu'on en a bien bavé avec des heures de code, et puis de conduite accompagnée, etc. Et heureusement, parce que si on avait pris ça sans savoir comment ça fonctionnait, ni le code de la route, on aurait créé des tas d'accidents avec la voiture. Donc, pour quelque chose d'aussi simple qu'une voiture, il faut quand même une préparation, ça prend du temps malgré tout. Donc les psychédéliques aussi prennent du temps. Dans les protocoles cliniques ou dans les cérémonies sacrées ou dans le développement spirituel, les gens n'y vont pas n'importe comment, n'importe quand. Et il y a tout un travail en amont et en aval pour que justement il n'y ait pas d'incident et que la substance elle-même ait pu donner le maximum de ce qu'elle pouvait apporter à la personne. Voilà. Oui. Et justement, oui, qu'est-ce que ça peut justement apporter, quel enseignement, quel apport ça peut apporter au sein des psychothérapies pour les potentiels humains, pour l'éveil des potentiels. Voilà, les psychothérapies classiques, oui, elles s'intéressent au petit moi, on va dire. Le petit moi, son conscient et son inconscient. Mais le petit moi, souvent, il n'a pas beaucoup de ressources. Hein, même si l'inconscient en a, parce qu'Erickson a bien montré que l'inconscient n'était pas que l'inconscient freudien, avec tous ses tourments, ses dangers, etc., mais aussi un inconscient créatif et bienveillant. Mais n'empêche qu'il ne peut pas tout savoir non plus, l'inconscient individuel. Il n'a pas tout engrammé, il n'a pas tout vécu qui lui permettrait ensuite d'avoir un trésor de ressources à disposition du petit moi quand il veut changer en psychothérapie. Donc pourquoi je dis ça? Je dis que les thérapies par élargissement de conscience, justement, ouvrent et connectent la petite conscience individuelle à d'autres champs qui lui sont extérieurs, qui lui sont étrangers, et qui contiennent des informations, des connaissances, des énergies, des compréhensions qu'elle n'a pas, mais qui peuvent l'aider à la soigner. Ce que ne peuvent pas faire les thérapies en état, enfin les thérapies personnelles. Moi, je parle de thérapie, là, à ce moment-là, transpersonnelle. C'est-à-dire qu'il y a un contact avec des informations qui sont extérieures. À la petite conscience individuelle, oui, tout à fait. À la conscience individuelle, y compris son petit inconscient à elle, même son petit inconscient transgénérationnel. C'est toujours autour d'elle que ça tourne. Là, on va au-delà. D'autres mondes, d'autres esprits, le grand champ de l'esprit, enfin, etc. Et c'est là où il y a un saut de paradigme. Et c'est là où il y a un saut de paradigme, tout à fait. La société matérialiste où c'est uniquement la matière, donc le cerveau, qui génère la pensée et la conscience. Là, en fait, il y a un côté récepteur, donc un passage à ce que vous appelez le post-matérialisme. Oui, parce que... Oui. Oui, allez-y. Oui, effectivement. Alors, il y a maintenant un courant qui montre que la conscience est première et que la conscience est indépendante du cerveau et qu'elle a besoin du cerveau juste pour interagir avec la réalité matérielle, mais fondamentalement, elle peut vivre ailleurs que dans le cerveau. Et c'est le cerveau qui a besoin d'elle pour recevoir des ordres et pour être coordonné, on va dire. Et il y a beaucoup d'expériences qu'on appelle dites périmortelles, c'est-à-dire juste avant la mort, pendant la mort et après la mort, comme les expériences de mort imminente qui sont pendant la mort, pendant le processus de mourir, qui montrent que quand le cerveau ne fonctionne plus, la conscience, au contraire, elle se démultiplie dans ses capacités cognitives supérieures et est capable d'exploits qu'on appelle non locaux, c'est-à-dire des visions à distance, de la prémonition, de la rétrocognition, enfin, la télépathie, etc. Toutes ces capacités parapsychologiques, on appelle ça les capacités non locales de la conscience, et qu'elle est capable de vivre des revues de vie avec mémorisation toute la vie, avec changement psychologique à la clé, etc., alors que le cerveau ne fonctionne plus. Donc si le cerveau était responsable de la conscience, on ne devrait avoir plus rien du tout. Quand l'électrocéphalogramme est plat, que le cœur s'arrêtait depuis au moins 20 secondes, qu'il n'y a plus de respiration et que même les potentiels évoqués auditifs ou visuels ne donnent plus aucune stimulation, aucune plus réaction, pardon.
Eh ben, oui, alors où il y a peut-être une petite activité dans les noyaux gris de la base du cerveau, comme on dit. Mais ça, c'est absolument pas suffisant pour expliquer les exploits de la conscience qui nécessiteraient des capacités néocorticales à leur plein fonctionnement, et même qui sont supérieures au fonctionnement de la conscience habituelle. Donc, si on dit c'est quand un véhicule dysfonctionne, qu'il est à moitié cassé, qu'il donne le mieux de son moteur, moi, écoute, c'est pas le bon sens. Hein. Oui, et même Donc, oui, oui. des phénomènes de vision aussi, des choses où on voit, les personnes racontent des Oui, visions oui, précises qui sont vérifiées alors que oui, les bien yeux sûr. sont fermés. Ah oui, tout à fait, oui, oui, bien sûr, qui voit alors que normalement le cerveau est à l'arrêt, donc et puis les yeux, comme vous dites, sont fermés, donc ils ne devraient pas voir ce qui se passe dans la salle d'opération ou dans la salle à côté ou chez eux pendant qu'ils sont en mort clinique, bien sûr, parce que la conscience sort du corps à ce moment-là, elle visite d'autres lieux, par exemple, ou alors elle va dans le fameux tunnel, dans les expériences de mort imminente, et là c'est là qu'elle rencontre des êtres spirituels, des défunts, des mondes autres, et toute la lumière, la connaissance de l'amour, etc. Mais pour revenir en arrière dans votre question, en fait, oui, le cerveau est plutôt un filtre, une valve de réduction, comme disait Aldous Huxley, c'est-à-dire qu'il capte certains champs de conscience qui lui sont utiles et il capte les données sensorielles. Mais c'est la conscience individuelle qui est indépendante du cerveau qui, elle, utilise les données sensorielles procurées par le fonctionnement du cerveau et lui communique aussi ses intentions par rapport à ces sensorielles, qu'est-ce qu'elle va en faire. Et le cerveau n'est pas le chef d'orchestre, hein, c'est un instrument d'exécution de la conscience qui est le véritable chef d'orchestre. Ça, dans le modèle post-matérialiste qui dit que la conscience est première et la matière secondaire, c'est de plus en plus démontré, si vous voulez. Il y a 99% de chances maintenant, au vu des données qu'on a autour des expériences périmortelles, que la conscience soit indépendante du cerveau et que quand le cerveau meurt, elle survive, que l'inverse, que le cerveau crée la conscience comme la bile crée, comme la vésicule biliaire crée la bile. Enfin bref. Et pourtant, ces deux visions, aujourd'hui, coexistent, et même celle qui est le plus véhiculée reste une vision matérialiste. Oui, bien sûr. Voilà. Les post-matérialistes sont en train de gagner du terrain quand même. Vraiment. Et où en est les discussions, les échanges entre les tenants des deux approches? Alors, je dirais qu'il y a des... Si je voulais parler politiquement correct, je dirais ces deux approches sont intéressantes, elles ont chacune à sa portée, elles sont complémentaires, il ne faut négliger aucune, je paie mes frères, etc. Bon, je ne veux pas être langue de bois. Il y a des gens qui essayent de travailler avec le modèle matérialiste, mais sur des sujets qui sont mieux appréhendés par le post-matérialisme. Ça donne pas grand-chose. Il y a Stéphane Lorès qui essayait avec les expériences de mort imminente, maintenant qui essaie avec Cory Sombrin pour les trans cognitives, les trans chamaniques, mais version moderne. Mais en fait, le post-matérialisme, le matérialisme a beaucoup moins à apporter au post-matérialisme que l'inverse. C'est-à-dire que le post-matérialisme explique très peu des expériences extraordinaires qui sont très bien expliquées par le post-matérialisme, mais le post-matérialisme contient en lui, inclut le matérialisme. C'est-à-dire que le post-matérialisme est capable d'expliquer ce qu'explique le matérialisme, alors que le matérialisme, non. Et en fait, les chercheurs matérialistes, dans Stephen Loray, ils essayent de tirer la couverture, c'est-à-dire ils essayent de, sans changer leur modèle, réinterpréter de manière réductrice dans les termes de leur modèle, ce qui est pas convenable, qui ne convient pas à leur modèle, qui est bien mieux expliqué par le modèle post-matérialiste. Donc les collaborations sont peu fructueuses entre les deux modèles, malgré ce que certains affirment et veulent faire comprendre que le modèle post-matérialiste, enfin en tout cas les expériences extraordinaires, les expériences d'état élargi de conscience, etc., auraient beaucoup à profiter des chercheurs matérialistes qui les étudient pour leur donner leur lettre de noblesse et leur clé explicative. Oui, mais ils passent à côté puisque c'est spirituel, c'est la conscience. Et ils n'ont pas les instruments pour rencontrer la conscience, travailler avec et se rendre compte de ce que c'est réellement. Ils ont oublié qu'ils étaient une conscience qui a détaché un domaine, qui en a fait des objets et qu'ils étudient et qu'ensuite ils cherchent dans ces objets la conscience. Mais non, la conscience, elle est avant. C'est elle qui a créé ça et c'est elle qui observe ce qu'elle est censée être. Enfin, je veux dire, c'est un angle aveugle, quoi, la conscience pour les matérialistes. Ils ne peuvent pas l'étudier, du coup. Ils peuvent étudier que les corrélats de la conscience, c'est-à-dire ils peuvent étudier que quand la conscience exécute une fonction, une intention, une volition, etc., oui, elle mobilise le cerveau, oui, il y a des aires cérébrales qui s'allument, mais c'est parce que le conducteur qui a la conscience a appuyé sur les boutons, a appuyé sur l'accélérateur, le machin, et que la voiture, le cerveau, a réagi en allumant des feux, en klaxonnant, etc. Mais c'est pas la voiture qui a décidé d'elle-même toutes ces opérations. Mais c'est vrai que quand le conducteur fait des opérations, ça se voit dans la voiture. Quand la conscience décide ou choisit ou fait des choses, ou crée, ou imagine, ou invente, ou simplement choisit dans les situations de vie ce qu'elle veut faire, oui, le cerveau s'allume, mais en réponse.
Alors que les matérialistes disent non, non, c'est comme il y a des aires cérébrales qui s'allument quand il y a des fonctions cognitives, alors c'est ces aires cérébrales qui créent la fonction. Et c'est l'autre sens, quoi. Vous voyez, ils font une fausse corrélation. Mm. Et Il faut une corrélation qui prenne pour une causalité. Alors, ce n'est pas une causalité, c'est juste une corrélation qu'on peut interpréter dans deux sens. Soit c'est le cerveau qui crée ce qui se passe, soit c'est ce qui se passe qui allume le cerveau et qui utilise le cerveau. Voilà. Et Je ne sais justement, pas si c'est clair. C'est clair ce que je vous dis? Oui? D'accord. Excusez-moi. et justement, pour faciliter l'éveil des consciences, en lien avec ce changement, cette évolution de paradigme, qu'est-ce qui vous semble nécessaire, voire essentiel? Et est-ce que, dans ce sens-là, est-ce que les psychédéliques peuvent avoir un rôle? Ah, toutes les méthodes pour élargir la conscience peuvent avoir un rôle. Après, votre question, est-ce que vous pourriez la reformuler? Parce que je n'ai pas forcément bien saisi la différence. S'il vous plaît, je suis désolé. Pour l'éveil des consciences, qu'est-ce qui vous semble nécessaire dans ce changement de paradigme-là? Ah, d'accord, d'accord. Ce qui est nécessaire, c'est que les gens prennent vraiment, les gens, d'abord les scientifiques et puis les gens aussi. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est de plus en plus les citoyens, les gens non scientifiques, entre guillemets, qui prennent conscience que c'est important avant les scientifiques eux-mêmes. Mais bon, je répète, ce que les scientifiques puis les gens ont besoin de conscience, c'est que la conscience est première. Et que élargir la conscience individuelle et la connecter à d'autres champs de conscience, ça a des bénéfices, très importants à la fois pour soi et pour la collectivité. Parce qu'on a besoin d'un changement de modèle aussi économique, social et politique. Parce que là, on est dans un modèle qui n'est pas du tout conforme à ce que l'on est réellement en tant qu'être de conscience. C'est un modèle basé sur l'homme est un loup pour l'homme, chacun pour soi, il faut être dans la lutte les uns contre les autres, concurrence, compétition, inégalité, etc. Enfin, on est tout sauf dans égalité, liberté, fraternité, entre nous soit dit, qui sont un peu des idéaux liés à la conscience, parce que la conscience, qu'est-ce qu'elle vous fait comprendre? Elle vous fait comprendre que on est tous frères et sœurs de la même conscience. Ce qu'on fait aux autres, on le fait à soi, en fait. D'où la fameuse règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Parce que ça va te retomber dessus d'une manière ou d'une autre. Et donc, la conscience, elle incite à, quand on est dans un état de conscience suffisamment élevé, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de toi. C'est pas moi, c'est moi et toi, c'est toi. C'est toi, c'est moi et moi, c'est toi. Et que donc, on a intérêt à utiliser les qualités de la conscience qui sont compassion, bienveillance, empathie, altruisme, générosité, bonté, tolérance. Tout ça, c'est des déclinaisons de la conscience qui nous lient tous. Il y a pas mal de livres, tous les adjectifs que je donnais, il y a des livres qui montrent que au fond de l'homme, il y a ces qualités-là. Et même chez les enfants très jeunes, avant même qu'ils aient été conditionnés par l'éducation, il y a ces qualités-là. Simplement, elles sont déviées, détournées, et mal conditionnées, et parfois même, c'est presque blessant dans le monde dans lequel on vit de les avoir, ces qualités-là. C'est presque naïf et vulnérable de les avoir. Parce que dès qu'il y a des tricheurs, des psychopathes, ce qui est à peu près 5 à 10% de la population, et qu'il n'y a pas de règles pour protéger ceux qui sont innocents et qui se donnent comme ça peut mal se passer. Donc, mais au fond de nous, on est vraiment, avant qu'un malheur n'arrive et ne nous détourne de ce bon cœur originel, on va dire, on est des êtres vraiment qui ont ces qualités-là. Et donc, la société pourrait très bien tourner en exploitant ces qualités-là. Dans tous les domaines, agriculture, éducation, médecine, écologie, d'ailleurs c'est très écologique ça, économie, un autre type d'économie, etc. Et politique, un autre type de politique, pas une démocratie représentative, mais au moins une démocratie participative dans un premier temps. Du coup, le post-matérialisme, c'est finalement l'ère de la conscience. Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et si on adoptait, alors, avant qu'un conseil de sages mondial ne prenne la relève, des gens très éclairés et nous aident à coordonner tous nos efforts dans la solidarité, parce que c'est aussi ça les qualités de la conscience. Il y a des livres là-dessus sur la solidarité, l'entraide. Chaque titre, il y a un livre. Pour que la conscience nous entraîne dans ce flux naturel de coopération bienveillante, il faut déjà
et avant que ce soit à un haut niveau, c'est-à-dire même pas au niveau d'un pays, parce que les pays luttent les uns contre les autres, ne serait-ce qu'au niveau économique. Donc, déjà, c'est pas les lois de la conscience de lutter l'un contre l'autre, c'est stupide. C'est comme si ma main droite se luttait avec ma main gauche. Alors, à la fin, je vais te fatiguer parce que les deux ont la même force. Non, je ferais mieux de travailler ensemble, ça ira mieux comme ça. Donc, avant qu'il y ait un conseil de charge international, il faut d'abord développer en nous la conscience. Ce qui fera tache d'huile. Hein, Gandhi qui disait développez d'abord en vous ce que vous voulez voir dans le monde extérieur. Et il y a ce qu'on appelle l'effet Maharishi, c'est-à-dire qu'avec la méditation transcendantale, ils avaient montré que s'il y avait un certain pourcentage de la population qui méditait sur une qualité de la conscience, par exemple la paix, eh ben ça impactait la population générale. Je ne sais plus si c'était 1% des gens qui faisaient ça. Enfin, il n'y a pas besoin que tout le monde le fasse et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, sa petite goutte de colibri dans l'incendie pour éteindre. Mais on en a urgemment besoin des qualités de la conscience parce que c'est un nouveau monde qui devrait être construit sur ces qualités-là naturelles qui pourra nous sauver de tous les périls écologiques, économiques, etc. quoi. Et pour revenir au sujet des psychédéliques, Oui. Où justement il y a la confusion parce qu'aujourd'hui ils sont classés comme drogue interdits. Oui, alors ce qui est stupéfiant, c'est qu'ils soient classés comme stupéfiants. Parce que stupéfiant, ça veut dire normalement qu'ils obscurcit et rétrécit la conscience. Or, ils font l'inverse. Ils élargissent et ils éclaircissent la conscience, ces psychédéliques. C'est psychédéliques qui révèlent la conscience. Et d'où les 4. Alors, pourquoi il y a eu 4 fake news répandues dans les années, fin des années 60, des années 70, et puis jusqu'au retour maintenant des psychédéliques, qui permet de contester ces 4 fake news. C'était quoi les 4 fake news que les gouvernements, les politiciens, Big Pharma et tout ont trimballé? C'était 1, ils sont inutiles, 2, ils sont dangereux, 3, ils créent des addictions, et 4, les interdire, c'est ce qui est le mieux pour sauver le monde et protéger les gens. Ces 4 contre-vérités ont été démontrées comme fausses par les nouvelles vagues d'études. Dans mon premier livre, La médecine psychédélique, je parlais de tout ce qui s'était fait jusqu'en 2009. Il y avait déjà pas mal d'études de fait. J'ai posé les bases un peu des études, mais j'ai vu, 10 ans après, j'ai dû réécrire un livre avec des collaborateurs parce que en 10 ans, il y avait eu un tsunami de recherche qui montrait effectivement que les 4 fake news sont fausses. Alors, vous allez me dire pourquoi cette frénésie des médias, des hommes politiques et de Big Pharma à la fin des années 60 pour interdire et dire que c'était dangereux et que ça créait des dépendances, que les gens devenaient fous, qui se jetaient par la fenêtre en croyant voler comme des oiseaux, qui regardaient le soleil jusqu'à s'aveugler, qu'il y avait des altérations chromosomiques, enfin toutes des conneries d'ailleurs, ou des mythes urbains vraiment, qui ont été démentis. Mais par contre, quand il y avait un démenti, les journaux publiaient pas vraiment. Ils publiaient quand il y avait des fausses rumeurs, et des choses catastrophisantes, mais dès qu'il y avait rétablissement par la science de non, c'est pas vrai, il n'y a pas ça, il n'y a plus personne pour le dire. Donc, ils ont gardé une sorte de stigma, les psychédéliques, parce que ça remet en cause justement ce monde néolibéral, comme je disais, d'inégalité, de concurrence, de compétition, où l'homme est à loup pour l'homme. Enfin, oui, chacun seul contre tous, et le plus fort triomphera, c'est ce qu'on appelle le darwinisme spencerien, c'est-à-dire le darwinisme social. C'est là le plus fort, quoi. C'est ne survivre que celui qui est capable de casser la figure aux autres. Et est-ce que vous avez l'espoir de voir les psychédéliques être légalisés en France? Et si oui, quelles seraient les principales étapes? Ah oui, alors bon, ça va l'être un jour ou l'autre. Leur utilité, leur intérêt est tellement évident que il y a un moment, le déni, l'ignorance ou le mépris ne seront plus possibles. Ça va se faire parce que ça se fait en ce moment dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire qu'aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ils en sont à des études de phase 3, avec 3 psychédéliques, l'ecstasy pour les troubles post-traumatiques, la psilocybine pour la dépression sévère résistante aux antidépresseurs, la kétamine pour la dépression résistante aussi, la psilocybine aussi dans différentes indications, addictions, etc. Mais c'est pas encore. Là, je vous parle de ces 3 indications qui font l'objet d'études de phase 3, c'est-à-dire juste avant l'autorisation et la légalisation pour usage médical sur ordonnance. Donc, ils en sont juste avant la dernière étape, avant la possibilité de commercialisation légale. Donc, ça veut dire que dans 2-3 ans, allez, aux 5 ans maximum, dans ces pays-là, il y aura prescription sur ordonnance sur des indications précises et sûrement dans des cliniques avec entourage, accompagnement très précis, parce que ça ne se donnera pas comme ça au cabinet du médecin et allez-y, prenez ça chez vous. De toute façon, il faut un cadre très sérieux et qui nécessite des techniques des psychothérapies transpersonnelles ou du chamanisme, toutes les technologies sacrées pour en tirer le plus grand parti, puisque ces études montrent que c'est quand il y a des expériences spirituelles ou mystiques qui se greffent
sur l'expérience en clinique qui a des résultats les plus probants, les plus intenses, les plus durables. Donc en fait, c'est pas la molécule qui soigne, c'est l'expérience qu'elle a permis d'évoquer. Alors bon, bref, j'en reviens en arrière. Vous me demandez si ça avait une chance d'aller en France. Oui, donc du coup, comme ça va arriver aux États-Unis, en Grande-Bretagne, ça suivra. Alors avec quel délai? Peut-être une dizaine d'années. On dit toujours que la France a 10 années de retard. Bon. Mais on est aussi, on a une mentalité particulière par rapport à ça. On est vraiment anti-dionysien. On est vraiment apollonien, c'est-à-dire dans la raison résonante, le siècle des Lumières, la méfiance envers la spiritualité. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à un moment donné, c'était bien que la religion soit séparée de la science, parce que vraiment la religion freinait la science et la déviait. Mais maintenant, on n'en est plus à la religion, on en est à la spiritualité, ce qui n'a rien à voir. On est tous des êtres spirituels, donc on peut tous en bénéficier. Mais simplement, aïe, j'ai perdu le fil là. Vous pouvez aider? Moi, j'ai une question entre. Oui, vous pouvez m'aider juste pour que je termine ma réponse. J'en étais où dans en France, voilà, excusez-moi. Donc en France, pour terminer, voilà, je vais terminer. Je ne vais me pas laisser en suspens comme ça. Donc en France, oui, ça va probablement être dans une dizaine d'années. Et vous voyez, par exemple, aux États-Unis, ils en sont déjà à former des thérapeutes pour accompagner les séances de psychothérapie psychédélique. Donc c'est que voilà, ils savent qu'il va y avoir bientôt besoin d'un afflux de thérapeutes qui ne sont pas encore formés. En France, c'est loin d'être dans les bacs du ministère de la Santé de former les étudiants en médecine ou les psychologues à accompagner les patients. Ce serait une véritable révolution dans notre pays, parce qu'on est beaucoup plus attaché, quand je disais au côté apollinien et non dionysiaque, à des choses très intello, quoi. On est des intellos, les Français, quoi, quelque part. Mais on n'aime pas trop tout ce qui mobilise trop fort les émotions et les pulsions et le corps. Voilà. Bon. Allez-y, je vous en prie. Mais justement, même avec l'usage des psychédéliques et les pays qui s'ouvrent aux psychédéliques, il y a quand même, d'après ce que j'ai compris, toujours les deux visions qui sont là, c'est-à-dire la vision matérialiste et une utilisation des psychédéliques dans une vision purement matérialiste, c'est-à-dire de la molécule qui va agir sur le cerveau et qui va avoir des effets, et une vision que vous appelez post-matérialiste qui permet l'ouverture, l'élargissement à un champ d'information qui est en dehors. Et les deux visions se cohabitent quelque part. Quels sont les enjeux qu'il y a là-dedans? De toute façon, ces deux visions, les matérialistes, ils soutiennent une vision qui n'est pas tellement tenable. Hein. Pour eux, ce sont les petits neurones qui, bien sûr, ils s'associent en réseau, ils seraient stimulés par la substance, et ce seraient les petits neurones qui créeraient quelque chose d'aussi beau, intelligent, harmonieux, profond, riche en informations, quelle expérience psychédélique. Moi, je suis désolé, mais les petits neurones avec leurs petits gras musclés, ils n'ont pas en eux l'expérience et l'intelligence nécessaires pour créer ces expériences qui sont mutatives, qui induisent des changements profonds. Hein, je vous l'ai dit, dans les études, c'est quand il y a excusez-moi, dans les études, c'est quand il y a une expérience spirituelle en clinique, hein, je parle des études cliniques avec des populations déprimées, avec des échelles de mesure et tout. C'est quand il y a des expériences spirituelles qui accompagnent la prise de la molécule qu'il y a un changement réel. Alors cette expérience spirituelle ne peut pas être créée par des neurones. Ils n'en ont pas la ressource intérieure. Vous pouvez assembler, je ne sais pas, moi, vous allez me dire, c'est comme si à partir de 100 petits pois, ça devient une banane, et puis à partir de 100 bananes, ça devient une pomme. Non, je suis désolé, vous pouvez assembler 100 petits pois, 1000 petits pois, 1 million de petits pois, 1 milliard de petits pois, ça restera un petit pois, il ne va pas émerger une banane. Et bien, dans les petits neurones, il ne va pas émerger une conscience. Ça, c'est le problème, ce qu'on appelle le hard problème de la conscience, c'est que les matérialistes n'ont jamais prouvé, ne pourront jamais, que c'est le cerveau qui crée la conscience, hein, on en a parlé tout à l'heure. Donc, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il manque une étape dans le raisonnement matérialiste. C'est vrai que les psychédéliques permettent de mettre au repos un certain nombre de structures cérébrales qui sont impliquées dans le contrôle, dans l'inhibition des autres. Et c'est vrai que quand on diminue l'inhibiteur, ça désinhibe certaines structures. Alors, les matérialistes, ils disent ça, ils disent, ah ben voilà, donc on a désinhibé le réseau mode par défaut, c'est comme ça qu'ils appellent ces structures. Et ben voilà, les neurones s'excitent, se lient entre eux, ce qui est vrai, c'est montré, on voit sur la cartographie cérébrale, enfin l'imagerie cérébrale. Et c'est cette hyperstimulation réseau qui crée l'expérience. Et là, par contre, ça ne marche pas. Alors, il manque une étape. Je vais la donner, l'étape. Les psychédéliques, donc, première étape, c'est la même, inhibe la structure inhibitrice, donc enlève le filtre, comme dirait, ou la valve de réduction, comme disait Huxley, mais
ça a pour effet d'ouvrir la conscience individuelle à d'autres champs de conscience. Et c'est l'arrivée ensuite des informations provenant de ces autres champs de conscience qui va stimuler, utiliser les neurones de manière différente, les stimuler en réseau de manière nouvelle. Et c'est ça qu'on voit dans l'imagerie cérébrale. C'est le résultat de l'arrivée des champs de la conscience connectés. Voilà, ça c'est le modèle post-matérialiste. D'accord ? Et le modèle matérialiste ne peut pas plus fonctionner pour les psychédéliques qu'il ne peut expliquer les expériences de mort imminente ou tous les AIH de conscience. On ne peut pas expliquer, par émergence, on ne peut pas expliquer pourquoi des neurones si simples pourraient créer des expériences comme ça, c'est pas possible. Donc c'est que ça vient d'autre part. Et d'autre part, la notion de champ extérieur de conscience, là, en physique quantique, en cosmologie, en astrophysique, dans les sciences biologiques avec Rupert Sheldrake, notamment les schémas morphogénétiques, etc. Bref, Laszlo avec ce qu'il appelle le champ akashique. Enfin bref, on pourrait trouver plein de Emmanuel Ransford avec ce qu'il appelle la toile, la supraconscience, enfin la toile suprale. Bref, et ben donc voilà, ça peut pas marcher leur modèle. Donc on est obligé d'utiliser la conscience pour expliquer ce qui se passe avec les psychédéliques. Les psychédéliques ne créent pas ce qui se passe, ils le facilitent. De même, on donne souvent l'image qu'un microscope ne crée pas les bactéries qui sont observées, mais il permet de les voir. Un télescope ne crée pas les étoiles ou les planètes, mais il permet de les voir. Donc les psychiques permettent de voir ou de se raccorder ou de se reconnecter à des choses qui habituellement sont non visibles, sont trop subtiles, énergétiques ou autres. Et en même temps, encore, surtout en France ou ailleurs aussi, les psychédéliques font peur. Il y a beaucoup de gens qui les craignent et parfois, il y a certaines personnes qui ont eu des expériences négatives de décompensation, de personnes qui sont restées perchées. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes? Je réponds que les études, déjà dès les années 60 aux États-Unis, ont montré qu'il n'y a pas plus de décompensation suicidaire ou psychotique avec les psychédéliques que dans une population tout venant de personnes qui font une psychothérapie. C'est tout. Il y a eu des études aussi qui ont montré que David Nutt, par exemple, un psychopharmacologue anglais, qui d'ailleurs a été viré ensuite du gouvernement pour avoir osé dire ça alors qu'il était dans une commission justement pour étudier la dangerosité soi-disant des drogues, il a montré que le LSD, la psilocybine, enfin les psychédéliques classiques, sont moins dangereux pour la santé personnelle et d'autrui que le tabac, l'alcool, les benzodiazépines. Donc, il avait fait une échelle de dangerosité de ces produits pour l'individu et la société, et les psychédéliques se trouvaient en bas, et les drogues habituelles légales étaient en haut. Et quand il a dit une interview télévisée au présentateur qui l'ont dit, mais vous êtes en train de dire, professeur Nutt, que le LSD est moins dangereux que l'alcool? Et il a dit oui, je confirme, enfin en tout cas scientifiquement, c'est comme ça. Ah, le gars il a été viré ensuite du gouvernement, il a refait sa propre ensuite association de recherche, il a redémontré avec d'autres chercheurs de d'autres parties du monde qu'effectivement c'était bien vrai. Et donc si vous voulez, et il y a même des épidémiologistes, surtout des nordiques, qui montrent qu'il y a moins chez les gens qui ont consommé des psychédéliques dans l'année précédant l'enquête épidémiologique, il y a moins de tentatives de suicide, il y a moins de délits, etc., que les gens qui n'ont jamais consommé. Donc, il conclut en disant, c'est bizarre, on dirait que ça apporte quelque chose à la santé publique, ce qui est complètement l'inverse de ce qu'on nous avait toujours dit. Je le répète, si les médias, les hommes politiques, les big pharma, etc., ou les gens qui ont tendance à vouloir contrôler notre conscience, à faire de nous des consommateurs bien obéissants et bien aveugles, on réagit comme ça en stigmatisant les psychédéliques, c'est parce que ça ne les arrangeait pas du tout. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient vraiment dangereux. Ou alors, ils sont dangereux en tant que super médicaments quand on les prend mal. Il est vrai que si vous allez dans un endroit bruyant, agité, vous n'êtes pas accompagné par des amis bienveillants, que vous prenez une substance dont vous ne connaissez pas vraiment l'origine, vous ne savez pas comment elle est dosée, vous ne savez pas si elle est mélangée à d'autres substances. En plus, vous prenez de l'alcool. En plus, vous êtes dans un mauvais état d'esprit ce jour-là, etc., etc., oui, il peut arriver un problème, c'est vrai, mais ce n'est pas la faute de la substance. Je m'explique. Oui, si vous conduisez les yeux fermés, en sens interdit, en étant bourré à 150 à l'heure en ville, oui, il va arriver un problème. Oui, c'est dangereux, mais ce n'est pas la voiture qui est dangereuse, c'est le conducteur. Donc, les gens qui disent oui, oui, il y en a partout. Mais moi, je vais vous dire une chose, il y a des gens qui sont devenus psychotiques en regardant un film à télé. Il y a des gens qui sont devenus psychotiques suite à une cuite. Parce que bien sûr qu'il y a des précautions, bien sûr que c'est du bon sens. Ce sont des super médicaments, donc on ne les donne pas n'importe comment. Il y a de toute façon toujours une sélection. Dans les études cliniques actuelles, ils ne prennent jamais quelqu'un qui a des antécédents personnels de psychose ou de pré-psychose, ni des antécédents familiaux de psychose. Vous voyez? Mais c'est d'une évidence, ça. Vous voyez? Il n'y a pas besoin de faire des lois pour ça, enfin, les cliniciens le savent.
C'est publié. Il n'y a pas besoin de protéger la population de la psychose rampante et tout. Ça, c'est les politiques qui vous font ça. Hein. Ils vous mettent les gilets jaunes qui sont d'infâmes islamo-gauchistes ou je ne sais pas trop quoi, ou pédophiles, ou qu'est-ce qu'on disait sur les gilets jaunes, racistes et antisémites et homophobes. Ouais. Vous voyez, on stigmatise toujours en disant n'importe quoi. Les gens qui ne pensent pas comme le gouvernement sur le Covid, s'ils sont complotistes, font partie de sectes, et puis qu'est-ce qu'on dit encore d'autres oui, ils sont peut-être fascistes, non, je ne sais plus. Enfin, bon. Et tout de suite, on va discréditer l'autre par des adjectifs qui ne sont absolument pas corrects pour essayer de cacher la vérité, quoi. Que dans ces cas-là, non. Ce n'est pas des médicaments. Ça a été démontré. Le coût des psychoses, c'est faux. Sidney Cohen, dans les années 60, un psychiatre américain, il l'avait montré. Il n'y a pas plus que dans une population de gens en psychothérapie. Il y a plein de voies. Quand on doit faire une psychose, c'est qu'il y a une structure sous-jacente qui est là. Et effectivement, un psychédélique ou de l'alcool ou du cannabis ou une mauvaise nouvelle ou une petite amie qui vous quitte ou un patron qui vous licencie peut déclencher une crise de schizophrénie, c'est vrai. Mais parce qu'il y avait la structure derrière. Et quand on n'a pas la structure, on ne fait pas de schizophrénie. Voilà. Quand une voiture a je sais pas, une direction un peu sciée ou un truc comme ça, un jour, ça va péter dans un virage. Voilà. Mais quand une voiture a une direction saine, non. Donc, ce que je veux dire, c'est que on met sur le dos des psychédéliques ce qui n'appartient pas aux psychédéliques. Et on entend justement qu'il y a beaucoup d'enjeux en fait derrière tout ça. Et quelles répercussions aurait l'arrivée des psychédéliques, notamment pour l'industrie pharmaceutique? Moi, je vais répondre un peu déjà dans le sens inverse. C'est quel effet a l'industrie pharmaceutique sur les psychédéliques dans un premier temps? Parce que l'industrie pharmaceutique, il y a deux biais qu'elle cherche à introduire. C'est d'une part, elle cherche à récupérer les psychédéliques qui sont quasiment gratuits, puisque maintenant ils sont plus brevetés, vu qu'ils ont une ancienneté. Vous savez qu'au bout de, je crois que c'est 20 ans, on ne peut plus ensuite avoir l'exclusivité, le brevet, et ensuite on ne peut plus exploiter en monopole. Donc ça rapporte beaucoup moins. Donc il y a des sociétés pharmaceutiques comme Janssen avec la kétamine, qui transforment la kétamine, qui est un produit original, mais qui existe depuis 1962, et qui coûte rien pratiquement en flacon. Ils le transforment en eskétamine, qui n'est pas plus efficace du tout, mais par contre qui vendent entre 10 et 100 fois plus cher. Donc merci, c'est aux frais du contribuable. Alors c'est pas du tout obligé. Mais oui, mais comme le gouvernement. En fait, ça devrait être une sorte de pharmacie gouvernementale qui devrait reprendre en main les produits qui ne sont pas juteux pour les pharmaciens, mais qui sont les big pharma, mais qui sont très utiles au public. Parce que sinon, si on compte sur les industriels, ils vont jamais utiliser les produits utiles. Le capitalisme, c'est toujours créer de la nouveauté et jeter l'ancien pour faire des nouveaux profits. Or, c'est ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine et RAO. Hein, enfin bref. Mais le pauvre, c'est un scandale, mais bon. En tout cas, voilà, Big Pharma n'a pas voulu qu'on utilise une vieille molécule qui ne rapporte rien à personne. Donc, là, pour ce qui est par exemple, de la kétamine, ça a été transformé dans un produit voilà, qui est peut-être même un peu moins efficace d'ailleurs que la kétamine, avec les deux enantiomères, bref. Il y a quelques études là-dessus. Mais absolument pas pour le bien du public, hein, pour le bien du portefeuille des actionnaires de ces compagnies pharmaceutiques qui sentent l'avenir venir et qui savent que les psychédéliques ont un très bel avenir. Donc ça, c'est le premier biais. Deuxième biais, les industries pharmaceutiques ont essayé de créer, par exemple pour l'ibogaïne, qui vient de l'iboga, qui est très bien pour le traitement notamment des addictions à l'héroïne, à la morphine, à la cocaïne, bref, et vont essayer de créer un produit qui a les mêmes vertus thérapeutiques, mais sans effet psychédélique, sans effet visionnaire. Parce qu'ils pensent que ces effets visionnaires n'ont aucune utilité. Alors qu'en fait, vous dites ça à un Nganga, c'est-à-dire un chaman gabonais qui utilise l'iboga, il va dire mais ils sont fous ces occidentaux. Tout l'intérêt, c'est l'expérience spirituelle et ce qui s'est passé dans les visions qui va transformer la vie de la personne au long cours. C'est pas seulement les petites synapses et les petits neurones qui vont bouger quelque chose. Donc ils essaient de neutraliser l'effet spirituel, de déspiritualiser les psychédéliques, parce que ça les arrange. Ils veulent quelque chose d'aseptique, de froid, à la limite qu'on puisse prendre au cabinet médical, c'est-à-dire quelque chose qui ne change pas les habitudes et qui ne change pas surtout le modèle, le paradigme de pensée. Restons dans du matérialisme. Restons à ignorer les phénomènes spirituels qu'il y a avec les psychédéliques. Donc ça, moi, je vois déjà plutôt ça dans le sens que l'industrie pharmaceutique va déjà pervertir ou essayer d'utiliser à son profit en ne respectant pas et en diminuant l'intérêt des psychédéliques. Mais aussi, les psychédéliques vont changer les choses dans l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que quand vous avez un médicament qui se prend une ou quelques fois dans la vie, et c'est tout, et qui a une action majeure, c'est plus la même rente que quand vous avez vendu un médicament pour aller, je te le vends pour 10 ans celui-là. Chaque jour, tu en prendras 2. C'est sûr que ce n'est pas le même argent, pas le même profit. Hein. Les industries n'ont plus de rente là, à ce niveau-là.
Donc, il y a ce côté-là qui va embêter l'industrie pharmaceutique. Voilà. Et oui, et en même temps, donc il y a quand même le risque de perdre de réappropriation et du coup de tenter d'en enlever l'essence. Voilà, tout à fait. Bah oui. Et comment, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait par rapport à ça? C'est comme si vous aviez une étude qui se fait dans un milieu spirituel, tantrique par exemple, sur les champs énergétiques et le champ de l'amour dégagé dans les pratiques sexuelles. Et puis voilà, et puis vous avez des industriels qui arrivent, ils en font. Bon, on a monté une chaîne de sex shop. Non, mais c'est un peu le même genre, quoi. Ils vont étudier les molécules psychédéliques et tout, puis hop, ils vont en faire des médicaments, du fast-food, quoi, du junk food. Est-ce que vous avez des solutions à proposer pour éviter ces écueils? Bon, ben alors là, non. À part que la seule solution, c'est que les citoyens soient le plus possible renseignés, éduqués, informés de l'importance du côté sacré, du côté essentiel de ces psychiques et surtout des effets spirituels qu'ils entraînent, et que donc ils fassent pression ou qu'ils ne consomment pas les psychédéliques au rabais, enfin les psychédéliques au rabais, les pseudo-psychédéliques au rabais, et qu'ils exigent vraiment de pouvoir explorer leur conscience librement, comme ça devrait être un droit constitutionnel, hein, vraiment, du moment qu'ils ne font pas de mal aux autres. On devrait avoir le droit d'explorer notre conscience du moment que ça ne fait du mal à personne, franchement. Et peut-être que les citoyens, parce que c'est de plus en plus des mouvements citoyens qui font bouger les choses, hein, parce qu'il y a trois pôles de pouvoir. Il y a le pouvoir citoyen, le pouvoir politique et le pouvoir financier. Jusqu'à maintenant, le pouvoir politique et financier s'arrangeaient pour contrôler le pouvoir citoyen, hein, ou leur faire croire qu'eux n'avaient pas de pouvoir. Mais il y a de plus en plus maintenant d'associations, de mouvements qui mettent en avant le pouvoir citoyen et qui font fléchir les deux autres pôles. Donc, comme ça, en faisant pression, oui, peut-être, ou en boycottant les pseudo-produits psychédéliques qui formeront, mais ou en continuant à acheter ou à se procurer des psychédéliques non modifiés par les laboratoires et pour pas acheter les leurs. Vous voyez? Bon, ça, je dis pas de le faire. Hein. Je dis c'est l'évolution que pourraient prendre les choses dans le futur, mais en dehors de l'idée chambre, moi, je suis pas. Je veux dire, c'est pas. Vous comprenez que c'est légalement, ça serait embêtant que je dise des choses comme ça, alors que je les dis pas. Je dis juste, voilà, c'est de la prédiction, quoi. Voilà ce qui pourrait se passer éventuellement. Bien sûr. Et en même temps, il y a aussi, je pense, un dialogue. Alors, je ne sais pas s'il y a un dialogue qui est en cours et comment ça se passe entre les tenants de des psychédéliques, de l'utilisation des psychédéliques pour l'éveil des consciences et pour l'élargissement des consciences. Et comme on a vu qu'il y a plusieurs chemins pour accéder à cet élargissement de conscience, avec tous ceux qui sont plutôt représentants d'une approche plus ascétique, plus Oui, no pain, no gain, quoi. Pas de grâce gratuite. Pas de grâce facile. Aussi de méditation, d'une vie ascétique. Alors justement. Eh ben moi, je leur dis, pour faire un pont entre vous, essayez, prenez-en une fois. Enfin non, pas en France, hein. Pas en France, d'accord. Mais dans un autre pays où c'est permis, faites l'expérience une fois. Vous verrez bien ce que ça apporte en plus ou en moins à votre pratique spirituelle. Vous verrez si c'est un accélérateur ou un décélérateur de conscience. Le prendre une fois dans les bonnes conditions, dans un pays où c'est autorisé, ça ne va pas vous tuer, hein, loin de là. Les psychédéliques sont dangereux pour ceux qui n'en ont pas pris. Hein. Donc essayez, puis vous verrez. Aux États-Unis, dans les années 60, il y a plein de gens qui sont venus au bouddhisme zen grâce au LSD. Ils ont arrêté le LSD, mais ils ont gardé la lumière, le phare, la direction de la conscience qui leur avait été indiquée par la substance. Et c'est d'ailleurs naturel. Au fur et à mesure, les gens, ça ne crée pas de dépendance physique et même pas psychologique, parce que c'est pas toujours facile à vivre. Enfin, je veux dire, énergétiquement, ça prend. Il faut intégrer derrière. Vous ne faites pas des séances tous les jours, hein, loin de là. Hein. Les gens, c'est plutôt tous les 2 mois, 3 mois. Enfin bref, enfin les gens sérieux qui font ça, voilà. Donc oui, donc il y a beaucoup de gens qui ont eu accès à la spiritualité grâce aux psychédéliques parce qu'ils avaient c'était la porte d'entrée la plus facile, mais après qui ont lâché les psychédéliques parce que voilà, ils veulent quelque chose plus à vitesse humaine. Les psychédéliques, c'est comme l'avion pour aller dans un pays. Ça va beaucoup plus vite que d'aller à pied, sauf qu'effectivement, on n'a pas eu tout le plaisir du chemin, tous les petits détails, les petites fleurs, les petits oiseaux, et on apprend aussi beaucoup en chemin. Donc, les psychiques, c'est comme si quelqu'un avait pris l'avion et a dit « Waouh, on peut atteindre ça ». C'est ça la réalité derrière la pseudo-réalité de la vie quotidienne, parce qu'il y a ce qu'on appelle le caractère noétique, c'est-à-dire que les gens vivent des expériences qui leur semblent vraiment plus vraies que la réalité ordinaire.
et qui en réalité, plus vrai, c'est dans un état d'éveil, alors que là, nous, on est dans un état de rêve en ce moment. Hein. Beaucoup de sagesse le disent, voire de cauchemar parfois. Mais donc voilà, je ne sais plus si j'ai fini ma phrase là. Si c'est bon, elle est finie. Et justement, là, en fait, vous soulignez la temporalité comme un aspect différent entre, par exemple, les expériences de mort imminente, la méditation, les psychédéliques, l'hypnose. Est-ce que vous voyez d'autres différences entre ces différents états pour atteindre cette conscience? Oui, alors, si on prend l'exemple de l'hypnose, il y a plusieurs façons de faire de l'hypnose. Il y a au moins 3 façons. Il y a la façon hypnose de cabaret qui peut marcher, hein, très directive, autoritaire, suggestive. Donc là, le sujet qui la vie n'apprend rien, hein, il est simplement manipulé pour faire du spectacle dans un cas. Et après, il y a l'hypnose où on utilise les ressources de l'inconscient. Et là, le thérapeute ne fait que suggérer à l'inconscient, il le fait bien s'il le veut, comme il le veut, avec la meilleure écologie interne possible pour l'individu. Donc là, on respecte l'individu et on utilise la créativité inhérente à son inconscient. Mais on reste dans le petit moi, si on le veut. Et puis, il y a l'hypnose dite humaniste, par exemple, ou l'hypnose transpersonnelle, ou l'hypnose spirituelle, c'est un peu tout le même genre d'hypnose, qui là connecte, utilise la séance, non plus pour dissocier la conscience, mais pour l'associer, non plus pour la rétrécir, la focaliser, mais pour l'élargir, et donc qui raccorde la conscience à des champs de conscience extérieurs. Et là, on a des phénomènes spirituels qui sont équivalents au psychédélique. Pareil, le MDR, on peut le faire pour des traumatismes normaux, ou on peut utiliser la méthode Botkill, faite pour induire des rencontres avec les esprits des défunts. Et ça marche, en plus, le pire. Et c'est juste une modification de la technique. Donc, on explore avec une même technique différentes dimensions possibles, différents types d'états de conscience possibles. Donc, ça dépend de l'intention qu'on a et de ce qu'on cherche à créer. De même pour la tranche chamanique, je présume. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans le chamanisme, il y a des questions très pratiques. Quand vous allez dans le monde d'en bas, contacter votre animal de pouvoir, ça peut être pour des raisons très pratiques dans la vie quotidienne. Il y en a même qui s'en servent pour trouver une place de parking. Vous voyez, ils demandent à leur animal, ils font un voyage, ils demandent à l'animal de pouvoir de trouver leur place de parking quand ils arriveront à tel endroit, puis ça marche. Bon, bref. Puis d'autres, après, ils vont dans le monde d'en haut, ils rencontrent des guides, etc., pour des questions très spirituelles. Puis après, ils vont au contact de l'esprit avec un grand E majuscule au singulier, Wakantanka, le grand tout, etc. Et puis là, ils fusionnent avec ça, etc. Donc, c'est pareil, dans le chamanisme, il y a différents degrés. Tout est une question d'intention. Et où on dirige son attention pour se mettre en contact de certains processus conscients. Bon, on est presque à la fin, j'ai l'impression, là, non? Non, j'avais encore une question. Je vous avais déjà entendu parler que vous espériez l'avènement d'une médecine de la conscience. Et voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous entendiez un peu plus par là. Oui, alors, très simplement, la médecine de la conscience, c'est une médecine qui utilise les pouvoirs de la conscience, bien sûr, ça veut dire ça. Et comme on dit, c'est-à-dire que moi, c'est la méthode du un pied dans la souffrance, un pied dans la conscience. C'est-à-dire c'est une médecine où on accueille la souffrance telle qu'elle est, on ne cherche rien à en faire, mais simplement on la rend la plus consciente possible, et en même temps on élargit notre conscience, et c'est la présence de la souffrance et de la conscience comme de la glace avec le soleil fait naturellement fondre la glace, sans qu'il y ait besoin d'efforts, de volonté, de compréhension particulière. On retrouve ça dans plein de méthodes, parce que le MDR, c'est une méthode comme ça, mais on a aussi le TIPI ou régulation émotionnelle, aussi la cohérence cardiaque, il y a plein de méthodes comme ça où on élargit le niveau d'énergie, donc de conscience de l'individu. Par exemple, ça peut être l'EFT, par exemple, une méthode, ou Qigong, pourquoi pas. Et en même temps, il accepte d'être en plein contact avec la souffrance, sans rien en faire pour ni l'éloigner, ni la nourrir et la gripper. Juste, c'est plus la conscience qui est à l'intérieur de la souffrance. C'est la souffrance qui est à l'intérieur de la conscience. La conscience est plus large. Et c'est elle qui, avec ses capacités de négantropie, c'est-à-dire qui amène ordre, information, énergie, restructure, réinforme, redonne une forme saine, non dysfonctionnelle, à ce qu'elle touche, à ce qu'elle soigne, que ce soit des aspects physiques ou psychologiques. Donc une médecine de la conscience, c'est ça, c'est une médecine où on a un pied dans la conscience, un pied dans la souffrance. Un pied dans l'état élargi de conscience et un pied dans la souffrance, on va dire. D'accord, et vous aviez parlé aussi, on peut faire le lien de politique consciente, d'économie consciente. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, oui, justement. Oui. De l'économie, de la politique, au terme plus global du terme, avec tout ça comporte, qui utilise les qualités de la conscience pour fonder un modèle qui les exploite au mieux, ces qualités de la conscience, et non pas un modèle qui les dénie et va à l'encontre. Parce que le modèle de l'homme est un loup pour l'homme,
c'est absolument l'inverse de la fraternité permise par la conscience, quoi. Donc on va à contre-chemin de l'homme, là. C'est pas du tout naturel, contrairement à ce qu'on nous fait croire. On nous fait croire que l'homme est mauvais, que fondamentalement il est égoïste et que si on le laissait faire, il ferait n'importe quoi à son seul profit. C'est pas vrai. Il y a des jeux sociaux, par exemple, il y a des jeux en recherche sociaux qui essayent de voir comment dans un jeu où on donne pas d'ailleurs toutes les règles aux gens, justement pour qu'ils soient pas au courant à quoi sert le jeu, comment les gens coopèrent. Eh bien, dans l'immense majorité des cas, ils coopèrent pour le bien de tous. C'est-à-dire, si c'est un jeu d'argent, ils coopèrent pour que tout le monde gagne, pas seulement un pour lui tout seul, et les autres, on s'en fout, et même si on peut leur faire perdre de l'argent pourvu qu'on en gagne, c'est bien. Non, la plupart des gens s'organisent spontanément, sans qu'ils sachent que c'est l'objet de l'étude, de manière à coopérer pour que tout le monde gagne au plus. Sauf quand il y a un psychopathe du coin, c'est-à-dire une personne sur 10, qui commence à tricher, à détourner les règles. Alors là, les gens qui étaient bien gentils, qui voulaient bien coopérer, ils se disent non, je ne vais plus coopérer parce que si c'est pour me faire avoir comme la dernière fois. Donc là aussi, les gens deviennent filous. Donc, par contre, il y a des règles dans le jeu qui permettent aux gens de punir les psychopathes ou de les empêcher de nuire. Alors là, les gens restent coopératifs. Donc, quand on voit qu'il y a une société soi-disant libérale où tout est permis, tous les coups sont permis, c'est-à-dire que c'est l'esprit du marché, c'est la bourse qui doit commander. On dit, comment on appelle ça? On dit l'esprit du marché, on dit la libre concurrence, enfin, dérégulé. On dit dérégulé, il ne faut pas qu'il y ait de règles. Parce que la règle, ça nuit à l'intelligence du marché qui sait comment, avec son petit cerveau, il saura comment faire les choses au mieux pour tout le monde. Faux. On a vu les scandales en 2008, la crise économique, et puis même actuellement. Donc, il faut des régulations qui permettent de compter et de collecter l'intelligence collective des gens et leur bienveillance collective. Oui, mais il faut quand même qu'ils soient un peu protégés des quelques psychopathes qui existent. Voilà. On ne peut pas faire comme dans l'économie libérale, laisser, non, chacun fait comme il veut, de toute façon, c'est une économie de gagnants, celui qui gagne, il gagne, celui qui perd, il perd, puis point barre. Parce que ça favorise grandement le comportement psychopathique. Moi, j'appelle ça les argomanes, c'est-à-dire les fous de l'argent et du pouvoir. Que sont nos hommes politiques au niveau national et les grands chefs d'entreprise. Dès qu'on monte un peu trop dans le pouvoir, on devient fou ou psychopathe. Il y a très peu de gens qui savent résister à l'attrait ou à la force du pouvoir et de l'argent. Très, très peu de gens. Et comme on n'élit pas spécialement des saints, mais des gens qui savent bien parler, bien manipuler, des bons communicateurs, comédiens. Oui, moi je voulais savoir, quand les psychédéliques seront autorisés en France, Oui. est-ce que vous avez l'intention de créer un DU pour les psys qui aimeraient accompagner ces personnes? Oui, alors quand les poules auront des dents, effectivement, et quand il pleuvra des crapauds, je penserai à, si je suis encore vivant, à cette époque-là, je penserai à apporter mon expertise et mon savoir à ceux qui voudraient créer un DU, un diplôme universitaire, alors je dirais au moins pour des soignants qui sont déjà formés dans une méthode reconnue de psychothérapie, c'est-à-dire pas des débutants, on ne commence pas thérapeute en faisant thérapeute psychédélique, il y a trop de choses à gérer déjà avant, et puis qui ont une affinité et une pratique des états élargis de conscience, c'est-à-dire des gens qui auront connu des états élargis de conscience, que ce soit sans psychédélique, mais ça serait bien au moins une fois ou quelques fois avec des psychédéliques, parce qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un quand on n'a pas connu, et quand on peut pas être en empathie, on ne peut pas essayer de comprendre les besoins de la personne et ce qu'elle est en train de vivre si on n'a pas vécu au moins une séance psychédélique. Mais pourquoi pas, bien sûr. Ah oui. Oui, j'allais dire une bêtise. Il y a d'autres. Voilà, c'est pour répondre à votre question. Vas-y, Monique. Non, moi j'ai fini. Juste en quelques mots, en fonction de votre expérience, quel pont vous feriez entre psychédélique et vivant, et quel autre pont vous feriez entre psychédélique et potentiel humain, qui est aussi normal. Les psychédéliques favorisent le vivant. C'est-à-dire qu'il y a plein d'études maintenant qui montrent que les psychédéliques agissent sur le corps dans le sens de la vie. C'est-à-dire qu'ils ont des propriétés pro-immunitaires, ils stimulent le système immunitaire, anti-inflammatoires, anti-cancéreuses. Il y a vraiment plein d'études là-dessus. Et anti-neurodégénératives. Ils favorisent la repousse du système nerveux, notamment plus de synapses, plus de neurones. Donc ça, ils sont vraiment des probiotiques, les psychédéliques. Et puis en ce qui concerne le développement spirituel de l'homme, sont des atouts majeurs. Donc ils ont beaucoup à donner à l'être humain
pour l'aider à progresser dans sa vie spirituelle. Merci Olivier. Et pour finir, s'il y avait une chose pour vous qui était vraiment essentielle à transmettre, ça serait quoi? Essayer d'acheter mes livres, d'en acheter au moins une dizaine. Et puis, non, je dis ça parce qu'il y en a qui me soupçonnent de oh, il fait ça pour gagner de l'argent. Bah, je veux dire, les mecs qui disent que je fais ça pour gagner de l'argent, c'est vraiment des branlos, excusez-moi du terme, parce qu'ils n'ont jamais écrit de livre. Hein. Parce que pour écrire un livre, il faut en acheter pour plusieurs milliers d'euros d'autres derrière. Puis on passe des centaines d'heures. Puis on gagne pas grand-chose. C'est quelques milliers d'euros, mais c'est rien par rapport à tout ce qu'on a donné avant. Donc, je faisais un peu le coup d'œil. Oui, mais il est intéressé par l'argent. De toute façon, en France, dès que vous faites quelque chose et que vous commencez à parler de vos livres, à faire la promotion de vos livres, et c'est normal de faire la promotion des livres, parce que si on les écrit, c'est pour que les gens les lisent. Si on se donnait tous mal, c'est comme pas pour que personne ne les lise. Il faut avoir un tout petit peu de bon sens, quoi. Donc, c'est pour ça que je caricature un peu, mais oui, lisez les livres, ça c'est évident. Sinon, à quoi ça? Bref. Alors, un conseil que je vais donner aux gens, non, mais c'est pas. C'est se rappeler que la conscience, comme je disais tout à l'heure, elle est vraiment essentiellement amour, lumière et connaissance. Et que de cultiver des états élargis de conscience, ça va vous faire du bien à vous, ça va vous faire du bien à vos proches et à la société. Ça, c'est vraiment le message que je voudrais donner comme ça en résumé. Merci, c'est très clair et très beau. Et justement, Merci. je crois que vous êtes en train de, ou peut-être que c'est fini, sur un prochain livre qui devrait paraître. Oui, alors il est en train d'être fini, tout à fait. Là, il est en relecture par des lecteurs autres pour voir un peu ce qu'ils en pensent, etc. Mais bon, on va dire il est à 99% fini, quoi. Et il paraîtra aux éditions Leduc en octobre 2021 sous le titre L'éveil psychédélique la conscience entre science et spiritualité. Et en fait, je fais vraiment une cartographie des différents états de conscience précis qu'on traverse avec les psychédéliques, mais aussi avec toutes les méthodes d'élargissement de la conscience, du coup, et à quel point ces différents états d'élargissement de conscience sont bénéfiques pour l'être humain, aussi bien individuel que collectivement. Voilà. Donc, c'est un livre plus personnel où je parle de certaines de mes expériences. Il y a même un chapitre sur la sexualité et les psychédéliques. On n'en parle jamais, c'est comme si c'était tabou. Donc, c'est un livre plus personnel et plus centré vraiment là sur la conscience, du coup. Les psychédéliques n'étant qu'un révélateur parmi d'autres, pas un prétexte, parce qu'ils ont leur place vraiment à part, mais quand même un peu un prétexte pour parler de la conscience et des bienfaits qu'elle a, quoi. Merci Olivier. Merci. Merci Olivier. Merci beaucoup, Olivier. Merci.